Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir à l'écoute avec le cercle des chroniqueurs. Nous sommes toujours heureux de vous savoir avec nous et c'est vraiment un véritable plaisir. Alors pour vous informer, ce soir et avec moi, Valérie Beau, bonsoir. Bonsoir Valérie. À toutes et à tous, quel bonheur d'être avec vous ce soir. Alors ce soir, j'écris le nom de Léna Vendré. Et je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. Et c'est une immense artiste, une féministe lesbienne. Et je vous invite à la découvrir tout à l'heure. Ça va être passionnant tout à l'heure avec toi. Julien Comtesse qui est avec nous, bonsoir. C'est le retour ce soir. Oui, bonsoir Brahim, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire le tour du monde de l'homophobie dans le football. Alors du Brésil au Maroc, du Qatar au Chili. On va voir que l'homophobie se porte très très bien. Il ne faut pas se faire de soucis pour elle. Merci d'être là, Julien. Et bien sûr, Antoine Duvignal qui est avec nous. Oui, bonsoir Brahim, et bonsoir à tous et toutes. Oui, ce soir, un petit retour sur la galerie des personnages historiques, et je vais vous parler de Lully, voilà, qui était proche de Louis XIV et proche aussi des jeunes et beaux garçons. Ouais, comme tu les aimes aussi, Antoine. Merci. Alors, et cette émission est réalisée bien sûr par notre ami Rodrigue de Musique du Monde. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous sommes avec, dans Livrez-vous, Michel Lapierre qui présente son ouvrage. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel Lapierre, donc tu es avec nous donc, pour présenter ton ouvrage Coming Out chez les flics. C'est un livre que tu as donc écrit il y a maintenant quelques années. Tu vas tout nous dire avant qu'on intervienne pour différentes questions, Michel. Pas de problème. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, dès son plus jeune âge, n'a qu'un rêve, devenir policier. Considéré comme un bon élément, il est promu à un bel avenir. Seulement, ceux qui ne tarissaient pas d'éloges vont apprendre qu'il est gay. À la fin des années 70, il n'est pas facile dans la police de porter cette étiquette. Il est poussé à la démission sans autre forme de procès. Cette histoire, c'est la mienne. Ce que j'ai pu vivre à ce moment-là est encore difficile à décrire. Et mettre des mots MOTS sur des mots MAUX n'a pas été facile. Ce fut comme une petite mort. Tout mon avenir était à recomposer et mon devenir était anéanti. Heureusement, j'ai eu la grande chance de rencontrer à ce moment-là, alors que j'étais loin de l'imaginer, un ange prénommé Bernard qui, 45 ans après, est toujours à mes côtés. Ouais, alors vraiment, c'est un livre très touchant, un témoignage très touchant. L'histoire date de combien de temps maintenant ? De 1977, ça fait 46 ans. Ça fait 46 ans. Bon, évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais la police, ça a quand même pas mal évolué. Et concrètement, en fait, quand on a appris votre homosexualité, on a tout simplement déchiré ta carte de police en te disant, tu n'es pas des nôtres. Tout à fait. Tout à fait. Le commissaire principal qui dirigeait mon service a découpé ma carte de police au ciseau sous mes yeux. Oui. Ça a été quelque chose d'absolument terrible. Et il faut savoir, dans mon histoire, que lorsque mon livre est sorti, la première version en 2015, avec Bernard, nous avons adhéré à l'association FLAG, qui est, je dirais, la protection des policiers et gendarmes maintenant. On m'a fait offrir ce livre à Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui, en compensation de ma carte découpée, m'a attribué ma carte de retraité de la police nationale. Et alors, donc là, c'est encourageant de la part de Bernard Cazeneuve, et ça ne nous étonne pas d'ailleurs, parce que Bernard Cazeneuve, Ça a été une réhabilitation morale énorme, Ça a été quelque chose de très fort, et grâce à FLAG, alors il faut savoir que FLAG est une association qui protège les policiers, gendarmes, pompiers maintenant, et personnel pénitentiaire, contre toute homophobie, et si vous voulez, ils sont vraiment le bouclier contre ce qui a pu m'arriver. Effectivement. Et alors, j'imagine que tu aurais voulu vivre l'époque d'aujourd'hui que celle d'avant. Comment tu as pu te reconstruire depuis, donc après cette carte de police déchirée ? Alors, je me suis reconstruit déjà pour ma profession. Pendant 30 ans, j'ai été réalisateur de films documentaires et films d'entreprise. Et depuis 7 ans, je suis auteur de romans policiers.
D'accord. Donc tu écris des romans policiers. Tu en es à combien de romans depuis? J'en suis au 7e. Le 7e est sorti il y a 2 mois. Il s'appelle Le Tableau inachevé et tous mes livres sont sortis aux éditions du Net. Tu avais une question. Bah si, Antoine. Non, je voulais savoir juste quel éditeur. Éditeur, ouais. Alors, ce sont les éditions du Net, www.leseditionsdunet.com. Ils sont disponibles aussi chez tous les libraires, sur commande. Et depuis le temps, est-ce que tu es en contact avec des policiers qui exercent aujourd'hui? Vu mon âge, je connais beaucoup de policiers retraités, Ouais. et pas des moindres, puisque je suis très ami avec Michel Néret, l'ancien numéro 2 de la PJ de Lyon, également avec l'ancien directeur de la police judiciaire parisienne, Claude Cancès. Oui. Je connais pas mal de personnalités comme ça, qui sont outrées de savoir ce qui s'est passé à cette époque. Et alors, donc, j'imagine que maintenant, bon, ça y est, tu as ta nouvelle vie. Et grâce à ton compagnon, heureusement qu'il était là au bon moment, en fait. Hein. Ah oui. On peut dire qu'il est tombé au bon moment parce que j'étais prêt à faire une très grosse bêtise. Et il est arrivé au bon moment. Et quel message tu pourrais aujourd'hui passer à des policiers qui ont encore du mal à faire leur coming out et qui ont des craintes encore aujourd'hui? Parce que même si ça évolue, même si Flag ont des opérations très intéressantes qui, jusqu'à maintenant, soient décloisonnées et les coming out sont de plus en plus fréquents. Maintenant, la police, aujourd'hui, Tout ils à peuvent fait. dire. Mais il y a encore qui ont du mal et qui pourraient être réticents. Quel message tu pourrais leur passer suite justement à Alors, ton expérience, ce que tu as vécu? Déjà, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà s'assumer soi-même tel que l'on est pour faire Ouais. son coming out. Ça, c'est une chose qui est primordiale. Et à partir du moment où on est dans un entourage de jeunes, particulièrement, on a beaucoup moins de difficultés à le faire. Ouais. Et il ne faut pas surtout ne pas hésiter à contacter Flag, qui apporte tout un tas d'éléments pour aider les policiers à faire leur coming out. Ouais. Ça, c'est primordial. Il y a tout un tas d'aides qui sont apportées moralement aux policiers et gendarmes. Et les gendarmes sont même beaucoup plus en avance que la police Mhm. dans le cadre justement de la protection LGBT. Oui. Moi, j'ai entendu un colonel de gendarmerie faire un discours en disant « J'ai sur mon bureau le dossier d'un gendarme qui va changer de sexe. Que ce gendarme soit un homme ou une femme, il terminera sa carrière dans la gendarmerie. Ah ouais. Donc c'est quand même assez Donc, fort. Ouais. on est vraiment Ouais. loin de ce qui m'est arrivé. Alors, on va rappeler donc le titre de ton livre. Tu as donc trouvé un nouvel éditeur et tu es donc. Alors, si tu pouvais Le nous dire. titre Coming Out chez les flics, Ouais. Le destin contre la volonté, paru aux éditions du Net. Et rappelle-nous aussi tes différents polars. Alors, tous mes polars, il y en a 7. Le premier, Coup de gomme, La grenouille, Le maudit du canal, Le 5e fils, Aimon, Une fin en soi et Des vers dans le fruit. Et alors le tout dernier, donc, c'est Le tableau inachevé. Merci Michel Lapierre. Et, Merci à vous. Je précise que tu nous appelles depuis Annecy, la belle région d'Annecy. Absolument. Hein. Absolument. Sous la flotte. Sous la flotte. Sous de la la flotte. fraîcheur. À Paris, c'est aussi un peu ça en fait. Merci Voilà. et au plaisir de t'avoir Merci une à nouvelle vous fois au tous. téléphone pour d'autres projets. Eh bien, sans aucun problème, vous pouvez me contacter quand vous le voulez avec un immense plaisir. Au plaisir, à très bientôt Michel. Bernard et moi, on vous salue. Ouais. Salut Bernard. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et tout de suite, nous allons passer à la musique avec Nathan. Le morceau que je vais vous faire écouter provient nul d'autre que de Ravi Coltrane. Je pense que le nom de famille de cette personne vous dit quelque chose. En effet, il s'agit bien du fils de John Coltrane, très grand saxophoniste dans les années 1940 et 1950. Beaucoup le considéraient comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus influent de l'histoire du jazz, après un autre grand saxophoniste, Charlie Parker. John Coltrane est aussi le meneur du courant avant-gardiste dans les années 1960, et il reste l'un des artistes les plus importants de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais revenons à Ravi Coltrane. Ravi, c'est le nom que son père John lui a donné en raison de son adoration pour Ravi Shankar, un sitariste très connu dans le monde du jazz et des musiques du monde. John Coltrane a également pu jouer avec Ravi Shankar. Ravi, grandissant dans une famille de musiciens, Samir et Alice Coltrane, qui est une grande pianiste, harpiste et compositrice de jazz, il va commencer sa carrière après que l'ancien batteur de son père, Elvin Jones, l'engage pour jouer avec son groupe. C'est grâce à cette collaboration qu'il jouera avec les plus grands jazzmen à l'avenir, McCoy Tyner, Herbie Hancock, John McLaughlin, Steve Coleman, Branford Marsalis, qui est bien sûr le frère de Wynton Marsalis, très très connu.
C'est même après quelques années d'efforts et de gloire qu'il décide de fonder son label indépendant en 2002, nommé RKM pour Ravi Coltrane, Kathleen Hennessy et Michael McGuinness, jugeant la pression des majors sur les artistes de jazz improvisés trop pressante, ainsi ne pouvant pas s'exprimer librement, en tout cas musicalement parlant. Il réussit un grand accomplissement en produisant un album de sa mère, qui a réussi à être convaincu par son fils de retourner en studio. Ravi Coltrane a été nominé 3 fois aux Grammys pour la Best Improvised Jazz Solo Performance, étant à chaque fois si proche et si loin de la récompense sacrée. Alors aujourd'hui, nous allons écouter Spirit Fiction, titre phare de son album du même nom, sorti en 2012. On écoute ça tout de suite. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Après ce témoignage, donc Valérie Beau, j'écris ton nom. Le point commun avec l'artiste Léna Vendré dont je vais parler, c'est l'amour de la vie, la reconstruction. Sa compagne témoignait sur elle, donc c'est Léna Vendré, disait d'elle qu'elle était alchimiste, son or était son regard. Elle a donné sa vie à cela. Tout était possibilité d'expression artistique. Elle a voulu reconstruire, cela marque son œuvre, l'amour et la colère l'a fait créer. Elle dit non à l'ordre, par des images, elle dit « nous vivons ». C'est ainsi que je voulais terminer la chronique et je la commence ainsi parce que c'est cet amour et cette énergie qui relie les êtres, on va dire, de lumière et qui nous porte vers un monde meilleur. Donc cette femme était sculptrice, féministe, illustratrice, peintre antiquaire, bricoleuse, traductrice, maçonne, plasticienne, écrivaine. Ça rime avec lesbienne. Oui. Elle était tout cela entre autres. Léna Vendré est à l'origine d'une œuvre immense de sculpture, donc de dessin, construction, collage, installation, qui traverse la seconde moitié du XXe siècle et qui la positionne dès les années 1970 comme l'une des artistes attitrées du mouvement féministe. Amie de Monique Wittig, Antoinette Fouque ou encore de Niki de Saint-Phal. Mannequin pour Ungaro, interprète pour Interpol, Léna Vendré est née dans une Pologne occupée par l'Allemagne nazie en 1941. Après une enfance passée à Hambourg, Léna est profondément marquée par les cicatrices de l'après-guerre. L'œuvre de Léna Vendré, de par son intérêt profond pour l'histoire des femmes et par l'importance donnée à ces figures féminines puissantes, est indissociable de son engagement féministe. À travers ses créations, amazone, amante ou guerrière, Léna Vendré veut là encore faire réparation. En livrant aux femmes une autre image de leur propre histoire,
elle veut réparer les manquements de l'histoire patriarcale. Après sa rencontre avec Monique Wittig dans les années 60, les deux femmes se retrouvent régulièrement autour de différents projets. Léna Vendré illustre les couvertures des livres de Monique Wittig et de Sandzeg, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, ou encore Guerrière. Et à l'inverse, Monique Wittig écrit des textes pour elle, notamment Cycle des amantes imputrescibles, paru en 1974. Elles collaborent ensemble à la pièce de Monique Wittig, Le voyage sans fin, en 1985, pour laquelle Léna Vendré imagine costumes et décors. Je souligne que la pièce a été republiée récemment aux éditions Gallimard dans la formidable collection L'Imaginaire. Dans son œuvre s'affiche une féminité libre et plurielle où la fragilité des anges, créatures androgynes, côtoie la vitalité des Amazones. En 2002, elle fonde aux côtés de sa compagne Mina Nubaji Unterlocher son propre musée qu'elle pense aussi comme un lieu d'accueil pour les femmes d'art et de culture à la manière d'une académie Médicis. Le musée Léna Vendré, au musée des Anges, s'incarne dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle au cœur du bourg Saint-Andéol, en Ardèche. La maison de l'artiste est en cours de démantèlement. Je vous promets une enquête plus précise à ce sujet. Ce temple qu'elle a créé intègre les théories lesbiennes dans l'architecture. C'est un lieu fondateur de la pensée féministe, navire de haute terre, oasis de pierre. Soulignons que ces archives sont consultables à la bibliothèque Marguerite Durand. Et ma chronique, tout particulièrement actuellement, c'est parce que ces œuvres sont exposées à la Halle Saint-Pierre à Paris. Il y a une exposition d'art brut, La Fabuloserie, et je vous invite à les découvrir. Je m'étonne de découvrir à peine maintenant cet artiste, on va dire, à l'œuvre gigantesque. Je dirais presque à la hauteur, et on ne va pas la comparer à Dubuffet, mais enfin d'une ampleur, une vie de travail multiple, protéiforme. Et on va dire que c'est une rébellion à cette invisibilisation. Et si on est une femme, et si on est lesbienne, eh bien on a encore plus, on va dire, de difficultés à être diffusée. Donc voilà, je vous invite largement. Découvrez des vidéos qui sont en ligne sur Internet, sur YouTube, où on la voit s'exprimer. Et personnellement, ça me donne envie d'en savoir beaucoup plus et de découvrir son œuvre. J'ai voulu essayer de trouver des monographies sur elle. En fait, il y a encore énormément de choses à faire, donc chercheuses, chercheurs, historiens d'art, passionnez-vous et faites partager ce qu'a fait cette femme. Merci, Léna Vaudrey. Merci pour un commentaire peut-être autour de cette table, Julien ? Oui, c'est juste pour dire que ça donne très envie de découvrir son œuvre et d'aller à la Halle Saint-Pierre et de regarder un peu sur Internet tout ce qu'on peut découvrir et ce sera avec un grand plaisir. Merci Valérie de nous faire découvrir cet artiste. Merci. Oui, Merci. Moi aussi, c'est pareil. Ça me donne très envie d'aller voir son œuvre à la Halle Saint-Pierre. Merci Valérie. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Et maintenant, notre série L'amour des hommes et l'histoire. Et si nous faisions un petit tour à Versailles, tout le monde adore Versailles. C'est d'un proche de Louis XIV dont tu nous parles aujourd'hui, Antoine Duvignal. C'est bien ça ? Oui, absolument. Je vais vous parler de Lully, compositeur doué pour la musique, dont l'influence fut grande en Europe à son époque. Oui, alors, Lully est italien. Comment était-il arrivé en France ? Comment a-t-il pu atteindre cette notoriété et ce pouvoir ? Eh bien, Antoine ? tout commence avec la grande mademoiselle, duchesse de Montpensier, cousine germaine de Louis XIV, qui, au début de l'année 1646, fait cette confidence à son oncle, le chevalier de Guise. « Si vous trouvez un Italien joli, ramenez-le-moi pour que je puisse parler avec lui et apprendre la langue italienne. » Vous voyez, on part de très loin. Le chevalier, qui n'a pas oublié le souhait de sa nièce, de passage à Florence, porte son dévolu sur un valet de chambre qu'on lui présente, fils d'un meunier, et qui s'appelle Giambattista Lully. Et il a 14 ans, n'est pas très joli garçon, petit, le nez fort, mais il est joyeux, vif et spirituel. Ayant rejoint Versailles au service de la grande mademoiselle découvre son goût et son talent pour la musique. Elle lui fait apprendre le violon et la composition. Et voilà Lully, à 18 ans, qui commence à composer des airs pour la cour. Et alors à ce stade, on peut aussi dire que le jeune homme est quand même gâté. Oui, il continue à être touché par la grâce, puisqu'après l'exil de la grande mademoiselle, c'est Louis XIV lui-même qui le remarque et lui confie la création d'un ballet pour célébrer sa victoire sur la Fronde. L'ascension a commencé, elle ne cessera plus jusqu'à sa mort. Il y avait beaucoup de complicité artistique entre le roi, qui aimait danser, et l'Italien, Lully,
Lully était très, très habile, bon courtisan, il sait mettre en valeur son royal partenaire. Le roi n'a que 15 ans quand Lully en a 21. Voilà, Oui. la vérité rétablie. Voilà un garçon qui semble sous une belle étoile. Et c'est aussi un vrai pour ses amours, n'est-ce pas? C'est aussi vrai pour ses amours, oui, effectivement. Jean-Baptiste est si myope qu'il ne voit pas qu'une femme est belle. C'est ce qu'écrit dans son journal un contemporain de Lully, le président Brosse. En réalité, Lully n'était évidemment pas myope, c'est une façon indirecte et moqueuse de faire allusion à son homosexualité, car Lully ne semble pas très intéressé par la beauté des femmes, il porte au contraire un intérêt bien plus vif au charme des jeunes castrats. Le même président des Brosses note toujours dans son journal: habillé en fille, avec des hanches, de la croupe, de la gorge, le cou rond et potelé, on prendrait les castrats pour de véritables filles. On prétend même que Baptiste s'y trompe. On saurait dire mieux, mais cette allusion perfide ne fait que reprendre une opinion courante que l'on trouve dans des chansons qui courent les rues et qui sont autrement plus crues. Alors j'en ai retenu une partie d'une que je peux vous lire. Baptiste est fils d'une meunière, personne n'en saurait douter. Il chevauche comme un meunier, toujours sur le derrière. Un jour, l'amour dit à sa mère: pourquoi ne suis-je pas vêtu? Si Baptiste voit mon derrière, c'en est fait de ma vertu. C'est joliment écrit. Lully était l'ami d'un poète libertin nommé Dassoucy, dont l'homosexualité était connue. Il fréquentait aussi discrètement les homosexuels de la cour, au nombre desquels figurait bien sûr Monsieur, frère du roi, homosexuel notoire lui aussi, et auprès duquel il devait chercher quelque protection en prévision du jour où il perdrait celle du roi. Alors Lully ne sera donc jamais inquiété en fait. Pour faire taire les rumeurs qui courent bon train à son sujet, il se marie en 1662 à 30 ans. Bon, c'est un âge possible à l'époque pour se marier. Sa femme, au courant de ce qu'on dit de lui, en est très amoureuse. Au début de leur mariage, elle est fort jalouse de ses amours masculines. Mais après 3 garçons et 3 filles, elle baisse les bras et laisse faire. Tout se gâte lorsque, sur dénonciation, un témoin affirme avoir vu le compositeur au lit avec un jeune page nommé Brunet qui loge chez lui, au vu et au su de sa femme et de ses enfants. Le roi envoie sa police chez Lully, lequel se croit perdu. Le jeune Brunet est emprisonné, craignant la torture, il avoue tout. Il raconte cette mode des fêtes romaines, qui sont en réalité des orgies avec de jeunes garçons. Il décrit tout, même les grands seigneurs qu'il y a rencontrés, parmi lesquels le fils du lieutenant général de police, et la situation, bien sûr, devient plus que délicate. La crainte du scandale est si grande que le roi décide d'étouffer l'affaire. En privé, il admoneste simplement Lully, mais lui promet d'oublier. C'est quand même sympa, ça, hein? Et après tout ça, la faveur du roi ne cessera de grandir. Lully a tous les privilèges sur la musique, et par exemple, il est interdit de chanter une œuvre musicale sans sa permission écrite. Tout théâtre utilisant plus de 2 musiciens doit lui payer une redevance. Cela paraît fou, mais pour Louis XIV, Lully était celui qui pouvait développer la qualité de la musique française, et c'est ce qui comptait avant tout. Un parcours exceptionnel, mais une fin bien connue, plutôt stupide, je dirais. Oui, tout à fait, une fin stupide, très connue. Comme le rappelle Michel Larivière dans son livre « Les amours masculines de nos grands hommes », à l'époque, on battait la mesure, non pas avec une baguette, mais en frappant le sol avec une lourde canne. Et le 8 janvier 1687, Lully dirige un Te Deum, écrit pour la guérison de Louis XIV. Il frappe malencontreusement son gros orteil, et la blessure s'envenime, la gangrène gagne toute la jambe, et il meurt 3 mois plus tard. Ce jour-là, ce n'est pas la mesure que Lully a battue, mais son orteil. Triste fin pour un musicien. Il avait 55 ans. Tu aurais aimé vivre à cette époque? Oui, je suis ému déjà. Déjà ému, oui. Et tu aurais aimé aussi vivre à cette époque? Pas du tout. Antoine, non. Non, pas du tout. Je suis très heureux en 2023. Et toi, Valérie? Moi, je suis très heureuse. On ne peut pas comparer 2023. Merci pour... C'est passionnant. Moi, je me régale de t'écouter. Et on aimerait que ce soit plus su, parce qu'on parle de Lully, c'est une référence, mais ça ferait du bien de le savoir. C'est vrai, c'est une page de sa vie privée. C'est l'objet de ses chroniques. Merci. Julien Lully aurait pu être footballeur professionnel aujourd'hui? Non. Oui, je pense qu'il avait une fragilité à l'orteil, alors je ne sais pas s'il aurait été un bon joueur, mais enfin, oui, bien sûr.
Merci Antoine. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et on retrouve pour la dernière fois dans cette émission un morceau musical présenté par notre ami Nathan. Le deuxième morceau est un remix de Polo et Pan, un duo de musique électronique bien connu pour son morceau Dorothy, utilisé entre autres pour une publicité pour un parfum de chez Cartier. Mais aujourd'hui, c'est grâce à ce même duo que j'ai réussi à découvrir une artiste appelée Corinne Mazero. Je plaisante bien sûr, puisque la Corinne dont je veux parler ne possède qu'un seul N. Corinne, ou de son vrai nom Aurore Imbert, est une artiste de disco-pop, beaucoup moins connue qu'une certaine Clara Luciani, qui reprend un peu le côté disco des années 1970 et 1980. Elle a notamment fait un featuring avec une certaine Juliette Armanet. Vous pouvez écouter plus de morceaux d'elle, je vous laisse écouter les morceaux par vous-même. Ils sont d'ailleurs présents et disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Mais ce soir, je vais vous faire écouter Pluie Fine, qui a été remixée par Polo et Pan, et c'est comme ça d'ailleurs qu'en plus elle a explosé. On écoute ça tout de suite. Un garçon, t-shirt rouge, short noir. Il est grand, pas peur du soir, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Pluie fine, nuit taurine, pluie fine, nuit taurine. Pluie fine, nuit torride. Pluie fine, nuit torride. Tu vois Pierrot, j'aime quand tu me déshabilles. Me déshabille du regard. Quand j'enlève mes pas, rien que pour toi.
Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Après avoir écouté Valérie, Antoine Duvignal, eh bien tout de suite c'est le moment de Julien Pontès. Alors Julien, tu es le porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le football. Depuis quelques mois, on suit avec toi l'actualité du football, un univers dans lequel l'homophobie est banalisée malgré sa gravité. On en veut pour preuve l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, un État dans lequel les homos risquent la peine de mort. On rappelle aussi au passage que l'homosexualité est réprimée dans 69 pays sur 193 et passible de la peine de mort encore aujourd'hui dans 11 pays. Aujourd'hui, tu nous proposes un état de lieu sur la politique de la FIFA, l'Organisation mondiale de football, face au phénomène de l'homophobie. Et on t'écoute tout de suite. Oui, Brahim, on sait que l'homophobie, c'est un fléau qui sévit par-delà toutes les frontières. Et il nous semblait intéressant de regarder aujourd'hui comment la FIFA, qui gère le football au niveau mondial, gère aussi les manifestations d'homophobie dans les stades lors des matchs internationaux, alors que les LGBT revendiquent partout où ils le peuvent une égalité en droit et en dignité. Et ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que nous sommes, a priori, les premiers à tenter ici, à Homo Micro, cet état des lieux. Et si il est incomplet, on sera ravis de le compléter. En attendant, c'est parti pour le tour du monde de l'homophobie dans le foot. Donc la FIFA, c'est mondial, mais au lieu de 5 continents de notre Terre, de notre planète, on compte au sein de la FIFA 6 confédérations. Le football, c'est toujours mieux, c'est toujours plus. Donc 2 pour l'Amérique, une pour l'Amérique du Nord, centrale et les Caraïbes, la CONCACAF, et pour l'Amérique du Sud, la CONMEBOL. Ensuite, on a l'UEFA pour l'Europe, la CAF pour l'Afrique, l'AFC pour l'Asie et l'OFC pour l'Océanie. Alors, on vous le dit tout de suite, la situation de l'homophobie dans le football en Asie, elle n'est pas documentée, ou alors très très peu. On peut expliquer ça par le fait que la culture du football, elle y est assez récente. Le football n'est pas en Chine, au Japon ou en Inde. Elle n'a pas les fondations historiques et populaires qu'il peut avoir en Amérique du Sud ou en Europe, par exemple. Et c'est la même chose pour le football en Océanie. C'est un continent qui est plus porté sur le rugby. Mais on va au passage citer un film documentaire sublime sorti en 2015 qui s'appelle Une équipe de rêve. C'est un film qui retrace l'histoire de l'équipe nationale des Samoa américaines qui était dernière du classement mondial FIFA et qui décide d'engager un entraîneur, un ancien international hollandais, pour gagner enfin un match. Donc c'est le choc des cultures, le mélange des genres, et ce film, il est remarquable car on y apprend au passage que l'état civil des Samoa américaines, comme d'autres communautés polynésiennes, reconnaît 3 catégories: les femmes, les hommes et les fafafines, des personnes transgenres, cousines de nos rérés tahitiennes. Et signalons avec force et fierté la présence dans l'équipe nationale des Samoa américaines de Jaya Selwa, une fafafine défenseuse, engagée sur le terrain et rugueuse sur l'adversaire, loin des clichés paresseux et franchement lassants sur les personnes transgenres. On finit sur une confédération qui est plutôt gentille avec les LGBT, celle de l'Amérique du Nord, où ça se passe plutôt bien, vu que la société civile américaine est déjà bien avancée sur l'égalité des droits pour les LGBT, même si on n'est pas à l'abri d'un retour conservateur là-bas. D'ailleurs, dans son livre Adieu ma honte, Wissem Belgassem, un ancien footballeur professionnel gay, raconte sa déception de retrouver dans le football nord-américain un esprit masculiniste, suprémaciste, blanc et islamophobe, alors qu'en quittant la France, il recherchait un peu de réconfort gay-friendly chez les Yankees. Bref, c'est raté. Donc, on citera quand même pour l'Amérique du Nord le coming out du joueur de football Robbie Rogers en 2013 à la fin de sa carrière. C'est un coming out qui a été salué par Barack Obama lui-même dans un hommage télévisé ultra émouvant qui a offert tout à coup une énorme visibilité inclusive aux sportifs LGBT. Voilà, ça coûte $0, ça coûte 0 €, mais aucun chef d'État en France, de Hollande à Macron, n'a été foutu de rendre ce genre d'hommage à un footballeur out. Et d'ailleurs, un hommage à quel footballeur français, vu qu'avec nos glorieuses instances françaises du football, on n'a aucun coming out de footballeur pour cause d'inefficacité totale de leur lutte contre l'homophobie. Mais ça, on y reviendra bien sûr. Alors du coup, Julien, on entre dans le cœur du sujet avec les 3 confédérations restantes, Amérique du Sud, Europe et Afrique, une sorte de tiercé gagnant concernant l'homophobie dans le football. Oui, là, Brahim, ça y est, on le tient, le tiercé gagnant, et on commence par les vainqueurs, toutes catégories, les pays
pays d'Amérique du Sud. Alors on ne va pas les stigmatiser, ces pays, parce qu'on respecte ces peuples frères qui ont connu des cheminements historiques compliqués, qui vivent des inégalités socio-économiques terribles, et pour lesquels le foot est vécu souvent comme une seconde religion, au cas où une seule religion ne suffirait pas à assurer leur malheur. Donc l'homophobie dans le football en Amérique du Sud, c'est toute une histoire qui nous renvoie plus généralement à la condition ultra précaire des LGBT en Amérique du Sud, avec un nombre affolant d'assassinats parmi les personnes transgenres, par exemple. Et dans les stades de football, ça s'en ressent. Hein. La FIFA a posé les premières bases théoriques d'une politique anti-discrimination en 2012, avec l'intégration dans son code d'éthique de la haine liée à l'orientation sexuelle. Mais le vrai départ visible d'un commencement de répression de l'homophobie dans le football par la FIFA, ça se passe pendant la Coupe du Monde 2014 au Brésil. C'est peu, mais c'est pas rien, c'est modeste, mais c'est historique. En 2014, la FIFA ouvre une procédure disciplinaire contre la Fédération mexicaine de football après le match Mexique-Cameroun. En cause, une injure homophobe répétée contre le gardien camerounais, une injure qui résonne dans tous les stades d'Amérique du Sud. Mesdames et messieurs, la voici, la voilà. C'est l'équivalent sud-américain de notre glorieux « OIS enculé ». Je veux parler bien entendu du célèbre « Et puto » qu'on vous propose d'écouter, pas plus tard que tout de suite. On l'écoute. Voilà, ça c'était donc en 2014, lors du mondial au Brésil. Alors puto, ça désigne un prostitué masculin, c'est une injure à caractère homophobe, dans la mesure où elle est adressée dans un double sens au gardien, qui va s'en prendre un de but, mais qui va aussi s'en prendre une, quelque part. Voilà, c'est frais, c'est léger. En 2014, donc, c'était un premier avertissement de la FIFA. Malheureusement, la FIFA va reculer rapidement devant les protestations de la fédération mexicaine et elle finira par considérer que cette injure n'est pas homophobe et elle abandonnera les poursuites disciplinaires. Alors après, dans les années qui suivent, 2015-2018, c'est Carnaval tropical, c'est l'horreur homophobe qui passe par Santiago, Rio, Quito, Montevideo, etc. Lors des matchs de qualification pour le Mondial 2018 en Russie, le pays des droits des LGBT quand même, les chants injures homophobes des supporters sud-américains affolent les compteurs. Des dizaines et des dizaines d'amendes pour les fédérations mexicaines, chiliennes, argentines, péruviennes, brésiliennes, équatoriennes, salvadoriennes. Alors, ce sont des amendes faibles qui varient entre 10 000 et 30 000 euros maximum et que des responsables de la FIFA eux-mêmes ne jugent pas du tout dissuasives. Et encore, en 2017, le tribunal arbitral du sport, une autre instance, trouve le moyen d'annuler 2 sanctions financières de la FIFA contre le Mexique pour des chants homophobes. Des annulations répétées du tribunal arbitral du sport qui ruinent le peu qu'entreprend la FIFA contre l'homophobie. Alors le résultat se fait pas attendre, hein. Les injures homophobes continuent de résonner dans les stades, accompagnées de sanctions financières dérisoires et non dissuasives, comme en avril 2022 lors du match de qualification pour le mondial au Qatar entre le Chili et l'Argentine, où on a pu entendre le célèbre, je cite, « Pom 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 pom, el que no salta es argentino maricón ». Pom 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 pom, ça change pas. Celui qui ne saute pas est un PD d'Argentin. Voilà, on écoute cette merveille d'intelligence et de fraternité. Voilà, c'est formidable. Alors, on termine avec l'Amérique du Sud sur une histoire consternante. Bah oui, figurez-vous que le numéro 24 n'est jamais attribué sur le maillot d'un footballeur au Brésil. Pourquoi ? Parce que le numéro 24 correspond à la carte du cerf, l'animal, le cerf, dans le tarot populaire, le cerf qui se dit veado en portugais, avec une consonance similaire à viado, insulte désignant un homosexuel. Et oui, on en est là. Allez, on passe sans transition à la Confédération africaine. Alors, l'homophobie dans le football... Oui, on va aussi en entendre parler, il y a du boulot. L'homophobie dans le football, elle est à l'image de l'inclusion des LGBT sur le continent africain, c'est-à-dire que c'est vraiment pas terrible et elle est peu documentée. Mais on dispose quand même de 2 indicateurs importants venant de la FIFA. Alors, le premier concerne la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, qui a eu lieu début 2022.
Alors, premier renseignement qui n'est pas bon du tout, la FIFA a publié en avril 22 une étude basée sur plus de 400 000 messages provenant de Twitter et de Instagram. 55% de ces publications avaient un caractère injurieux et discriminatoire contre des joueurs, 40% de nature homophobe et 38% à caractère raciste, confirmant au passage que l'homophobie est bien la première discrimination dans le football. Donc ça, ce sont des chiffres pas rassurants du tout. Second indicateur, pas beaucoup plus rassurant, la FIFA avait infligé une faible amende de 18 000 € à la Fédération royale marocaine de football pour une injure homophobe contre l'équipe d'Algérie lors d'un match de la Coupe arabe de la FIFA au Qatar en décembre 21. Mais le tribunal arbitral du sport, encore lui, a annulé cette amende en mars 2022 pour des chicayas d'interprétation et puis parce qu'on ne froisse pas le roi du Maroc avec ses histoires de très mauvais goût. Bon. Donc le tribunal arbitral du sport, c'est bon, t'as repéré mon coco, on va te garder à l'œil à partir de maintenant. On termine par l'Europe, dont on connaît mieux ici la diversité dans le traitement des personnes LGBT, un traitement qui n'est pas tout à fait le même à Paris 4e, rue des Francs-Bourgeois, ou à Grozny, en Tchétchénie. On a beaucoup parlé à l'occasion du Mondial 2022 au Qatar de cette situation. Premier constat, la FIFA, elle aura beau nous faire la danse du ventre sur son engagement contre l'homophobie, mais organiser le mondial 2022 au Qatar, un pays parmi les plus criminels contre les LGBT, ça décrédibilise la FIFA pour un bon bout de temps, et ça décrédibilise aussi son président actuel, Gianni Infantino, qui vient d'embaucher le pauvre Noël Le Graët. Ça, c'est vraiment pas bon signe non plus. Alors, on n'oubliera pas non plus la polémique autour du brassard One Love pendant le mondial au Qatar. Un brassard que 7 fédérations nord-européennes ont voulu porter en signe de solidarité avec les LGBT, mais aussi avec toutes les personnes privées de leurs droits fondamentaux. On rappelle qu'il s'agissait des fédérations d'Angleterre, Pays de Galles, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas et la Suisse. La FIFA a usé de tous les mauvais coups possibles pour les faire renoncer à ce brassard One Love et elle y a réussi, honte à elle. La Fédération française de football et l'équipe de France se sont honteusement désolidarisés de ces 7 fédérations européennes. Son président, son ex-président, Noël Le Graët, allant même jusqu'à se vanter dans le Figaro d'avoir été, je cite, un des leaders pour l'interdiction du brassard One Love pendant le mondial. Le football français se trouve aujourd'hui à ce niveau de désengagement dans la lutte contre l'homophobie dans le football et rien ne garantit que la situation s'améliorera demain, bien au contraire. Alors faisons pression pour que la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel de demain soient exemplaires, ou même juste un peu moins indifférentes ou méprisantes pour celles et ceux qui luttent contre la haine anti-LGBT dans le football. La France, elle a su, dans son histoire, être un modèle mondial pour l'avancée des droits. Ce serait bien qu'elle renoue aujourd'hui avec cette tradition, y compris dans le football. Merci pour ce bijou de travail, Julien. C'était vraiment passionnant. C'était même une première, je dirais, parce que moi, j'ai jamais entendu ce type d'analyse. Ça montre bien que le foot, il y a encore du travail. Ça t'interpelle, Valérie ? Oui, c'est consternant. À travers le monde, le travail qu'il y a à faire. Enfin, c'est aussi le reflet des sociétés. Donc, devons-nous nous en étonner ? Oui, quand même. Mais heureusement, voilà, il y a du travail à faire. Donc, merci pour cet éclairage et ce travail que tu fais de fond. Ouais. Effectivement. Voilà. On comprend que tu ne sois jamais engagé dans le domaine du football, Antoine, avec tout ce qu'on vient d'entendre finalement. Absolument. C'est une bonne chose. Vraiment, merci. Bonne chose, oui. Merci. Donc, il y a encore du travail, Julien. Oui, il y a du travail sur les chansons, sur les paroles, Antoine, et peut-être que tu pourras aussi y contribuer. Oui. Bien volontiers. Voilà, carrément. Très bien. Bien volontiers. Carrément. Donc, il y a de quoi. Donc, il y a de quoi alimenter tes prochaines chroniques. Julien, qu'est-ce que tu as en vue là sur le feu? Si tu voulais nous donner quelques informations pour nous donner du piment et au plaisir de te retrouver très vite. Oui, là, je pense qu'on va pouvoir faire un petit focus sur la France et sur la Ligue de football professionnel, donc le football professionnel, parce que là, ils nous font un festival au niveau de la LFP et on va étudier ça la prochaine fois un peu dans le détail. En tout cas, j'ai été vraiment très heureux et ravi de partager cette émission avec vous. À très bientôt, Valérie. À très vite. Merci d'avoir été là. Bon, à très très vite même, je dirais. Antoine, même chose. Oui, bien sûr. J'espère bien. Vous parlez encore de certains personnages qui nous interrogent pour leur sexualité.
Au revoir Julien. À très vite Brahim. Quelque chose me dit qu'on va se retrouver très très vite. Ah, je l'espère. Vraiment, quelque chose me le dit. before I lose my mind. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring enough to say down. Bothering my ears like a kid. When your words mean nothing, I go la la la. I'm turning up the fire when you speak. 'Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to rock it. I go. I'll find a way to rock it. I go.
Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.